Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer, si vous voulez, par loi de Kepler, le mouvement le mouvement d'une planète, dans le repère de Freinet, et après on passera à la lunette astronomique. Comme ça, on essaie de revoir un petit peu tous les points qu'il faut bien savoir pour le contrôle. Voilà. Alors, donc tout d'abord, bien connaître les trois lois de Kepler. Alors, les trois lois de Kepler, du coup, la première, donc c'est ce qu'on appelle la loi des orbites. Donc, elle dit que dans un référentiel, par exemple, si on s'intéresse à un objet du système solaire, donc là on se place dans le référentiel héliocentrique. Donc dans le référentiel héliocentrique, on dit que d'après Kepler, la trajectoire du centre d'une planète est une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil. Alors déjà, quand on a ça, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur cette loi? Alors déjà, tout d'abord, quand on parle d'ellipse, je vais en dessiner une à côté. Alors, on ne sera peut-être pas très, très bien dessiné, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc une Vous avez ellipse. pas activé le live, monsieur. Ah, pardon. Ah non. Ah oui, c'est vrai que ça marchera mieux avec le live. Alors, attends, je reprends tout. Donc, écran. Voilà. Et passer en direct. Voilà. Donc, ça sera mieux avec l'écran. Est-ce que c'est bon là? Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui. Ouais. Ouais. Voilà, donc comme je disais, la première loi de Kepler, donc c'est ce qu'on appelle la loi des orbites. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, dans le référentiel héliocentrique, donc si on est dans le système solaire, la trajectoire du centre d'une planète, ou ça peut être aussi pas forcément une planète, hein, ça peut être aussi une comète, voilà, tout astre qui tourne autour du Soleil décrit une ellipse dont l'un des foyers est le centre du Soleil. Alors là, je venais de vous dessiner une sorte d'ellipse. Donc qu'est-ce qu'il y a à savoir sur l'ellipse? Bah, une ellipse est caractérisée par ce qu'on appelle deux foyers. C'est une sorte de cercle aplati en fait. Donc il y a un foyer, on va l'appeler F1, et il y a un foyer F2. Voilà. Et on dit que Kepler il dit que ben, le Soleil, mettons par exemple il va se trouver ici, il occupe l'un des foyers. Alors du coup, dans une ellipse, ce qu'il y a à savoir c'est quoi? Ben, c'est deux choses. Ben, déjà c'est qu'une ellipse c'est pas un cercle. On sait qu'un cercle c'est caractérisé par un seul point, le centre, et un rayon. Alors là, l'ellipse, il y a deux points qu'on appelle les deux foyers, mais il n'y a plus de rayon. Dans une ellipse, il y a ce qu'on appelle cette distance-là, là. Alors, comment ça s'appelle cette distance que je viens de tracer en rouge? 2A. 2 fois A. C'est 2 fois ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'ellipse. Ce qui fait que si on veut connaître le grand axe de l'ellipse, voilà, il faut diviser cette distance-là par 2. Et là, si on la divise par 2, ben, on aura bien ce qu'on appelle le demi-grand axe de l'ellipse, qui nous servira pour la troisième loi de Kepler. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais. Voilà. Donc ça marche pour n'importe quelle, comment dire, n'importe quelle planète ou satellite. C'est-à-dire que la loi de Kepler, elle marche aussi, par exemple, si on étudie la Lune autour de la Terre. On pourrait dire que la Lune décrit une trajectoire elliptique et la Terre doit occuper l'un des foyers. Donc vous voyez, ça marche pour le référentiel héliocentrique, mais ça marche aussi pour le référentiel géocentrique aussi. Donc ça dépend si on s'intéresse à une planète ou à un satellite. Donc voilà en gros pour la première loi de Kepler. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première loi? Non, non, c'est bon. C'est tout bon? Enfin, j'ai compris, moi. Ouais. Alors, on passe à la deuxième loi de Kepler. Donc la deuxième loi de Kepler, en fait, euh, voilà, je vais peut-être la grossir un petit peu, comme ceci. Alors c'est ce qu'on appelle la loi des airs. Alors cette loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle dit finalement? Elle dit que une planète, ici par exemple en l'occurrence, décrit une portion de trajectoire pendant un instant t. Cet instant on l'appelle delta t. Et lorsque les instants delta t sont égaux, on s'aperçoit que les aires balayées, par ce qu'on appelle le rayon vecteur, c'est le rayon entre le centre du Soleil
et le centre de la planète, donc c'est ce trait en fait. Voilà, c'est ce trait-là que je fais en rouge. Donc ce trait balaye une surface égale pendant des durées égales. C'est ce que vous avez ici, l'air A, l'air B et l'air C. Donc ces trois aires sont égales. Donc ça, c'est ce que dit la deuxième loi de Kepler. Et de cette deuxième loi, je peux en déduire deux choses. Alors déjà, moi, ce que je constate, c'est que sur cette trajectoire elliptique, moi, j'ai deux points particuliers. Est-ce que vous vous rappelez les deux points particuliers d'une ellipse? La périhélie et l'aphélie. Oui. Alors, est-ce que vous savez à quel endroit sont ces deux points? L'aphélie, c'est le point le plus loin du Soleil et du coup la vitesse minimale. Et la périhélie, le plus proche du Soleil et la vitesse maximale. Et ben voilà. Donc là, je vais appeler ça le point P. Ici, on voit qu'on a le point A. Donc A, ça veut dire aphélie, comme tu as dit. Donc c'est le point le plus éloigné du Soleil. Et la périhélie, le point P ici, c'est le point le plus proche du Soleil. Et là, on voit bien que, comme tu m'as dit, Élise, que la vitesse est plus grande. Pourquoi? Parce que la distance parcourue pendant le même temps, au point P, enfin aux environs de P, et la distance parcourue aux environs de A, c'est pas la même. On voit bien que la distance parcourue ici, elle est bien plus grande que celle-là. Et comme les deux temps sont égaux, on en déduit bien que la vitesse, du coup, au niveau de la périhélie est bien plus grande que la vitesse au niveau de l'aphélie. Vous voyez, il faut bien apprendre à démontrer ça. Je pense que cette question, vous l'avez dans le contrôle. Donc ça, bien expliquer, bien démontrer tout ça. Voilà. Je sais comment on fait pour démontrer ça. On explique juste que vu que les aires sont toutes égaux, Voilà. la vitesse varie du coup. Non, tu dis juste que la distance parcourue par le vecteur, là, SP, la distance parcourue par ce vecteur est plus grande en P, à la périhélie, que la distance parcourue à l'aphélie. D'accord. Et comme le temps, c'est le même des deux côtés, si la distance est plus grande, tu sais que V, c'est égal à D sur T. Vu que la distance est plus grande, la vitesse est plus grande. D'accord. Tu as juste à démontrer ça comme ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur la deuxième loi de Kepler. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Alors après, il nous reste la troisième loi de Kepler. On en aura fait toutes les lois, donc tout ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, voilà ce que dit la troisième loi de Kepler. Donc la troisième loi de Kepler, je vais grossir un petit peu l'image. Voilà ce qu'il y a à retenir. Voilà, donc elle nous dit quoi? Elle nous dit que c'est ce qu'on appelle la loi des périodes. Donc elle dit que la période de révolution d'une planète au carré, divisée par le demi-grand axe au cube, alors c'est toujours égal à une constante. Et après, on verra un petit peu plus tard que cette constante, c'est toujours égal à 4 pi carré sur g fois la masse de l'astre attracteur. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut démontrer cette loi? Il suffit de mesurer la période et le demi-grand axe, par exemple, pour toutes les planètes du système solaire. Ça, on l'avait fait avec Python. Et on s'est aperçu que lorsqu'on calculait le t au carré et le a au cube, et on s'apercevait que si on plaçait les points, t carré en ordonnée, a au cube en abscisse, si on repérait les points, tous les points étaient alignés. Ça voulait bien dire que t carré était bien proportionnel à a au cube. Donc comme si c'est proportionnel, on peut l'écrire de la forme t carré égale k fois a au cube. C'est une fonction linéaire. Et le k, c'est une constante. Donc voilà comment est-ce qu'on démontre la troisième loi de Kepler. Cette loi de Kepler, comme c'est marqué, c'est généralisable à tout astre en révolution autour d'un autre astre. Donc ça veut dire que la loi de Kepler, elle est valable, on l'a vu en TD par exemple, pour les satellites autour de la Terre, la Lune, comme les satellites météorologiques aussi. Donc ça veut dire que tous les satellites naturels ou artificiels qui gravitent autour de la Terre respectent la loi de Kepler, la troisième. Et là, pareil, toutes les planètes, les comètes qui tournent autour du Soleil doivent forcément avoir une position sur cette droite, ce qui montre bien que, on peut par exemple avoir, je sais pas moi, si je prends t carré de la Terre sur a au cube de la Terre, ça sera donc égal
à t carré, par exemple, de Jupiter sur a au cube de Jupiter. Vous voyez? C'est ça que ça veut dire, puisque c'est constant, les deux rapports sont égaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander, par exemple, par rapport à ça, comme question? Eh bien, on peut vous demander deux choses. C'est-à-dire, soit on peut vous demander si vous connaissez les deux périodes et si vous connaissez, je sais pas moi, le demi-grand axe de Jupiter, on peut vous demander de trouver le demi-grand axe de la Terre, par exemple. Alors, comment vous allez faire si on vous demande cette question, par exemple? Un produit en croix. Oui, ça fera quoi du coup? Demi-grand axe de la Terre égale Alors, demi-grand axe de la Terre au cube d'abord. au cube, pardon. Voilà, égale. Alors, comment vous allez faire? La période de révolution de Jupiter au carré. Ah non, ça marchera pas. Parce que le a au cube de la Terre, si tu le fais passer au numérateur, il passe à droite. Ah oui, non, c'est pardon. Période de révolution de la Terre au carré Oui, fois demi-grand axe de Jupiter au cube oui, divisé par la période de rotation de Jupiter au carré. divisé par la période de révolution de Jupiter au carré. Est-ce que ça va pour tout le monde, le produit en croix? Ce qui fait que du coup, la période de révolution de la Terre, ça sera égal à quoi du coup? Ben, ça sera la période... Racine de cube de ça. Eh ben oui, mais la racine au cube de a au cube, eh ben ça fait a. Mais par contre, multiplié par le reste, racine carrée au cube de ça en fait. Alors ça fera, enfin pas non, pas racine carrée au cube, parce que regardez, là vous avez la période de la Terre divisée par la période de Jupiter, donc tout ça déjà c'est au carré. Oui. C'est pour ça que je mets une parenthèse. C'est pas sur 2 tiers plutôt? Enfin, c'est pas puissance 2 tiers? Eh ben si, parce Oh qu'en là fait, là. quand on passe de a au cube à a, on divise par 3, c'est un tiers. Et comme on a au carré déjà, donc ça fera 2 tiers. Et après, bon, après c'est du calcul après. Donc voilà ce qu'on pourrait vous demander. Alors ça peut être la première chose qu'on peut vous demander. Et la deuxième chose qu'on peut vous demander, par exemple, c'est de trouver, je prends une autre couleur, c'est de trouver par exemple ça. On vous donne la période de la Terre, on peut vous donner le a au cube de la Terre, on peut vous donner le a au cube de Jupiter, il faudrait trouver par exemple la période de Jupiter. Alors qu'est-ce que ça va donner ça, la période de Jupiter? Ça fera t de Jupiter au carré égale T de la Terre au carré sur a de la Terre au cube oui. fois a de Jupiter au cube. Alors, tu dis, j'ai pas entendu, vas-y, redis. Fois a de Jupiter au cube. Oui. Sur a de la Terre au cube. Voilà. Donc ce que je peux faire, c'est faire ça. C'est tout mettre au cube ici. Et là, ça sera au cube. Et comme maintenant, moi, je veux t de Jupiter. T de Jupiter égale la T de la Terre. T de la Terre. Fois a sur a puissance de puissance 2 tiers. Alors, j'ai pas entendu. A de Jupiter sur a de la Terre. Et à quelle puissance, du coup? 3,5. Impeccable. 3,5. Alors après, moi, ce que je vous conseille, c'est de bien faire attention aux unités. Donc, si par exemple, on vous demande, enfin, je sais pas si vous avez des périodes, donc les périodes à bien mettre en secondes, c'est une unité légale. Ou alors, si par exemple, vous avez des jours pour la période de la Terre et des jours pour Jupiter, vu que là on divise des jours par des jours, ça ne sera pas la peine de modifier. Mais voilà, donc il faut bien faire attention. Si vous avez le rapport période sur période, ben, si c'est période sur période, vous pouvez diviser des jours par des jours, ça ne modifiera pas. Mais bien faire attention quand même aux unités. Si des fois vous avez à transformer en secondes, ou par exemple les distances aussi à transformer aussi en mètres. D'accord? Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à savoir, je dirais, sur les 3 lois de Kepler. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Ouais. Alors maintenant, on va passer au mouvement d'une planète ou d'un satellite dans un repère de Fresnel.
Donc on va considérer dans ce cas-là, donc ça voudrait dire que c'est la plupart des exercices qu'on a fait ensemble, c'est que quand on considère qu'une planète tourne autour d'un astre attracteur et on fait une approximation. On dit que la planète, son mouvement, on considère qu'il est circulaire au lieu d'être elliptique. On fait une approximation. Alors quand on fait une approximation comme ça, eh ben, il faut tout de suite penser repère de Freinet. Ça veut dire qu'on a un mouvement circulaire, donc on peut appliquer le repère de Freinet. Alors là, je vous ai fait une petite diapo qui va vous expliquer ça. Voilà. Donc là, vous avez comment faire pour étudier le mouvement d'une planète autour d'un astre. Voilà, vous avez toutes les étapes que je vous ai mis ici. Donc si on reprend, ben vous avez, comme je vous avais expliqué, il y a 5 étapes. Tout d'abord, il en manque juste une là que j'aurais pu rajouter, c'était définir le système. Donc le système, ça peut être, ça sera ça en fait. Notre système, c'est la planète ou le satellite. C'est donc ça notre système, c'est lui qui va bouger, c'est lui dont on veut étudier le mouvement. Donc le système, ce sera soit la planète, soit le satellite. Il faut définir le référentiel. Donc là, le référentiel, si on s'intéresse à une planète, par exemple, ce sera le référentiel héliocentrique, par exemple. Ou si on s'intéresse à un satellite, on l'a vu en cours, ça peut être soit le référentiel géocentrique, si on s'intéresse à un satellite météorologique, par exemple, ou ça peut être, par exemple, si on étudie le satellite d'une planète, ça sera, si c'est Saturne, par exemple, ça sera le référentiel saturnocentrique. Vous voyez? Si c'est par exemple le satellite Europe, c'est le satellite de Jupiter, donc on sera dans le référentiel jupitérocentrique. Voilà. Donc ça, c'est notre référentiel. Il faut bien préciser. Donc je le rajoute ici. Il faut toujours préciser qu'il est considéré comme quoi? Galiléen. Eh oui, ça, il faut toujours préciser ça. Toujours considéré comme galiléen, le référentiel que vous allez considérer. Pourquoi? Parce que si vous ne dites pas ça, ça veut dire que vous ne pouvez pas appliquer les lois de Newton. Donc voilà, sinon, parce qu'on sait bien qu'un satellite héliocentrique, la Terre va tourner, on n'est pas dans les conditions des lois de Newton, donc ça veut dire que si on veut vraiment appliquer les lois de Newton, il faut vraiment considérer que c'est considéré comme galiléen. Alors ensuite, deuxième étape, il faut adapter au repère de Freinet, donc l'expression de la force de gravitation. Alors la force de gravitation, donc c'est ce qu'on avait appelé le bilan des forces. Donc le bilan des forces ici, eh ben, la seule force appliquée à notre satellite, je vais la dessiner, elle sera comme ça. Voilà, ça sera la force exercée, je vais appeler ça l'astre, grand A. C'est la force exercée par A sur la planète, sur P je vais mettre. Donc voilà comment va être dirigée ma force. Donc je vous avais dit, si on vous demande les caractéristiques de la force, il y en a 4. C'est la direction. Donc on dit que la direction elle est radiale. Pourquoi? Parce qu'elle est dirigée selon le rayon. Elle est centripète parce qu'elle est dirigée vers l'intérieur. Le point d'application, ça sera le point, on va l'appeler P, comme planète. Donc on considère que c'est le centre de masse de la planète, considéré comme un point. Et enfin, la valeur de cette force, la valeur, on l'écrit toujours sans vecteur, on a dit. Donc la valeur de A sur P, c'est quoi cette valeur-là? C'est grand G, constante de gravitation, fois la masse de l'astre attracteur, fois la masse de la planète, divisé par... Alors divisé par quoi? La distance entre l'astre et la planète au carré. Le rayon au carré? Oui. Alors le rayon, c'est quoi? C'est la distance de ce point-là à ce point-là. Vous êtes d'accord? C'est ça qu'on peut appeler le rayon petit r. Donc ça peut être r au carré, mais petit r, on peut aussi l'écrire sous la forme rayon de l'astre attracteur. Plus h, non? Voilà, plus h, parce que h, c'est l'altitude par rapport à la surface de l'astre attracteur. Ça veut donc dire que petit r,
c'est le rayon de l'astre attracteur, RA je l'appelle, plus la hauteur par rapport à la surface de l'astre attracteur. Donc voilà, on peut l'écrire comme ça si on veut, ça fera comme ça. Mais attention, c'est le rayon, faut pas oublier quelque chose, Carré. au carré. Au carré. Voilà, pas oublier le carré, ça c'est important. Monsieur, Oui, est-ce que dans le repère de Freinet, la seule force qui s'applique, du coup, c'est la force du satellite, enfin de A sur B, Oui. ou il y en aura d'autres? non, ben non, il peut pas y en avoir d'autres. Dans l'univers, c'est la seule force, c'est la plus importante. D'accord, Voilà. Parce que de toute façon, merci. il pourrait y avoir aussi le poids de la planète. Mais le poids de la planète, finalement, c'est la force de gravitation. On peut considérer que les deux sont identiques. Donc en fait, quand vous ferez le bilan des forces, il y aura que celle-là. Alors par contre, D'accord. ce que je peux écrire, hein, c'est ça. C'est que ma force, F de A sur B, je peux, si j'écris le vecteur force, je peux l'écrire comme ça en fait. Je peux dire que c'est égal à F de A sur B multiplié par UN. Je rappelle que la base de Freinet, vous vous rappelez, je refais les deux vecteurs en rouge, c'est le vecteur UT, comme celui-là. Donc c'est le vecteur tangentiel, c'est un vecteur unitaire, hein. Et on a le vecteur, je le mets en rouge ici, on a le vecteur UN. Donc c'est ça qu'on appelle la base de Freinet. Le vecteur UN, il est perpendiculaire à la trajectoire, et le vecteur UT, il est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Parce que vous voyez, le mouvement, il va dans cette direction. Donc voilà, donc Du coup, le vecteur UT, il correspond à la vitesse, non? voilà, Ou oui, à c'est ça. l'accélération? La vitesse, parce que la vitesse, elle est, Oui. on l'avait vu en mécanique, le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc en fait, le vecteur UT, il définit la vitesse. Donc je peux dire à ce moment-là, je peux l'écrire quelque part, que le vecteur vitesse, c'est égal à V fois UT. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, alors je vais sauter une étape, je vais passer directement là. C'est pour ça que, vous voyez là, je sais pas, tout le monde voit bien la formule, l'accélération, elle a une composante tangentielle ici, et elle a une composante Ah oui. normale. Et comme on a écrit que V, c'est V fois UT, on sait que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. On avait vu ça. L'accélération, c'est bien la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. C'est bien ça la formule. Et bien, regardez ce qui est marqué. La composante selon UT, c'est bien dV sur dt, c'est bien ce qui est marqué là. Et bien, regardez, si je dérive, j'ai bien dV sur dt, selon UT. Voilà, pour répondre à ta question. Oui, Mais du coup, pour la formule là qui est écrite sur Oui. le schéma, il y a ça, c'est V au carré sur R fois UN plus plus, dV sur dt? voilà. Ça veut dire que l'accélération, la vitesse, si tu veux, elle n'a qu'une seule composante, elle est tangente à la trajectoire. Mais l'accélération dans la base de Freinet, elle a deux composantes. Elle a la composante selon UT, qui s'écrit dV sur dt, hein. Ça c'est ce qu'on avait appris en mécanique. Mais Oui, ça oui. pour un mouvement circulaire, ça on va l'admettre, on ne peut pas le démontrer en terminale, que l'accélération, elle a une composante normale, et que cette composante normale, c'est toujours V carré sur R. Donc V carré D'accord. sur RA plus H. Voilà. D'accord, Ça, c'est bien à merci. savoir, cette formule-là. Donc bien la retenir. Voilà. Donc ça, voilà. On a défini le bilan des forces, on a défini le repère de Freinet, et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer la deuxième loi de Newton pour en déduire, voyez, les coordonnées de l'accélération. Voilà ce que va vous donner la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, elle dit quoi? Ben, elle dit que la somme des forces extérieures égale ma. Donc, alors, il faut préciser, quand on dit ma, c'est quoi m? C'est la masse du système. Et le système, c'est quoi? C'est le satellite? Non, la planète. La masse de Bah la non, planète. attendez, c'est. Oui, c'est la planète, on a dit. Oui, c'est On la a dit planète. A sur P, A sur la planète. Mais c'est que sur le schéma, c'est au centre, c'est quoi du coup? C'est Au le centre, soleil? oui, c'est l'astre attracteur, je l'ai appelé A. Ah, Ça, j'ai mais appelé. c'est un peu comme le soleil, quoi. Oui, c'est le soleil, voilà, c'est ça. Ça peut être le soleil D'accord. ou ça peut être une planète, si c'est un satellite. Oui.
Voilà, c'est pour ça que Ok, d'accord. j'ai choisi planète, là. Donc planète pour le Oui, là, c'est une système, généralité, en fait, c'est pour voilà. ça. J'avais Oui, pas compris. voilà. Merci. Et là, multiplié par A. Nous, c'est A qu'on cherche. Et la somme des forces, ben, on vient de voir qu'il n'y en a qu'une seule. Donc, c'est F de A sur B. F de A sur, pas F de A sur B, c'est F de A sur P, pardon. Je rectifie mon erreur. Voilà. F de A sur P. Et voilà. Là, j'applique ma deuxième loi de Newton. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux en déduire? Ben, j'en déduis que F de A sur P, ben, c'est cette formule qui est marquée au-dessus, là. Vous voyez? Du coup, on peut trouver l'accélération grâce à ça, non? Eh ben oui, On peut justement, faire tout à fait. l'accélération est égale à du coup F de A sur P, du coup la formule de F de A sur P Tout ça fois UN. fois Fois UN. MP. Alors, on va écrire. Donc, ça sera égal à. Donc, F de A sur P, c'est quoi? Ben, c'est G fois MA fois MP. Vous voyez, je remarque la formule qu'on a marquée tout à l'heure. Sur le rayon au carré, vous m'avez dit. Donc, RA plus H au carré. Mm. Et j'oublie pas de dire que c'est multiplié par, regardez, UN, voilà. le vecteur UN. Et oui, parce que si vous écrivez juste ça, c'est faux, on a dit. Hein. Un vecteur n'est pas égal à une valeur. Un vecteur ici égale un vecteur. C'est pour ça que j'ai marqué à chaque fois que j'ai marqué un égal, j'ai mis une flèche, j'ai mis une flèche, j'ai mis une flèche, j'ai mis une flèche. Là, j'ai ce qu'on appelle une égalité vectorielle. Et maintenant que j'ai écrit ça, je change de couleur. Ben moi, j'ai MP fois A égale tout ça. Mais qu'est-ce que je peux faire? Et bah du coup, on peut voir que la dernière formule que vous avez écrite, elle est égale à MP fois vecteur accélération, enfin fois l'accélération. Du coup, on peut Oui. simplifier les deux MP. Et voilà. Ça veut donc dire que notre expression, enfin, plutôt que l'accélération, elle est indépendante de la masse de la planète. Et aussi, qu'est-ce que je peux en déduire? Que l'accélération, elle est dirigée, elle est collinéaire au vecteur UN. Donc si je dois la dessiner, je vais la dessiner comme ça, mon accélération. Je la dessine en bleu, et elle sera comme ça. Voilà comment il sera dirigé mon vecteur accélération. Vous voyez? Ça va toujours? Donc en gros, c'est quoi le vecteur accélération? Ben, le vecteur accélération, il sera égal du coup à quoi? À G fois la masse de l'attracteur sur RA plus H. Et RA plus H au carré. Et tout ça fois UN. Voilà ce que c'est que les coordonnées de l'accélération. Est-ce que ça va pour cette étape-là? Oui. Ouais. Là maintenant, on va passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, vous avez vu que l'accélération, elle a une formule dans le repère de Freinet, donc c'est cette formule-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va vous demander? Eh bien, on va vous demander de... Il y a deux questions que vous allez avoir dans le contrôle. C'est les questions classiques, hein, comme celles que je vous ai données dans le bac blanc. C'est montrer que le mouvement de la planète est uniforme et montrer que la vitesse v s'exprime en fonction de g, ma, ra et h. Voilà les questions qu'on peut vous poser au bac. Ça, c'est les deux questions que vous allez avoir. Alors, comment faire pour démontrer déjà que le mouvement est uniforme et trouver les coordonnées de v? Voilà, c'est les deux questions qu'on va vous demander. On peut utiliser déjà la formule, du coup, celle qu'on vient d'avoir qui définit l'accélération. Ouais, Celle qu'on vient de faire, du coup, G fois M sur R plus H au carré ou sur R au carré, voilà. fois le vecteur UN. Déjà celle-là, on va la reprendre. Donc on a cette On formule-là peut déjà. prendre celle-là Alors je la remarque et on la ici. compare avec l'accélération dv sur dt, tout ça. Voilà. Donc on a dit qu'on avait GMA sur RA plus H au carré. Donc on part de ça déjà. RA plus H au carré fois UN. On a déjà cette expression-là.
Ouais, je fais exprès de mettre des Et couleurs, on- je la mets en bleu, hein. Et après, la deuxième, on a dit que c'était l'accélération qui égale. était égal à du coup V au carré sur R fois UN plus dV sur dt Ouais, mais c'est fois quoi? UT. Ouais, mais c'est quoi le R? Oui. C'est quoi le R? Comment je l'ai appelé Le précédemment? R. Ah bah c'est aussi RA plus H au Voilà. carré. Ben oui, il faut bien marquer comme on l'a marqué dans l'énoncé, comme ça sera marqué dans le sujet qu'on vous donnera. Donc c'est V D'accord. carré sur R, donc il n'y a pas de carré là. Ça c'est fois UN Et plus dV plus, sur dt fois UT. voilà, je mets notre couleur exprès, je mets plein de couleurs différentes comme ça, dV sur dt fois UT. Voilà, j'ai mis 3 couleurs différentes maintenant pour pouvoir commencer le raisonnement. Donc moi maintenant je regarde, il faut que je procède par, j'avais dit en exercice, par identification. Alors si je dois identifier mes deux formules, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire deux choses. On peut déduire que la vitesse est nulle parce que dV sur dt, enfin il n'y a pas UT dans l'autre formule. Voilà, c'est comme si j'avais là, c'est comme je peux l'écrire hein, si vous voulez, 0 fois UT. C'est juste si j'écris ça, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de composante selon UT dans la première expression. Donc, dV sur dt, si j'identifie, égale à 0. Et ça, qu'est-ce que j'en déduis? Si la dérivée Que d'une la vitesse... vitesse est nulle. Ah Une non, Il n'y a fois pas U. de vitesse. ah non, ah si, il y a une vitesse, sinon elle ne bougerait pas la planète. Ah, elle est constante, elle est constante. Elle est constante. C'est la primitive, rappelez-vous. La primitive d'une grandeur qui vaut 0, la primitive, c'est toujours égal à une constante. Oui, c'est vrai. Et donc, si c'est une constante, c'est qu'on a un mouvement circulaire. Circulaire uniforme. Et voilà. Voilà la première. Uniforme aussi ou que circulaire du coup? Les deux. Les deux parce que le circulaire, c'est donné dans l'énoncé. L'énoncé vous le dit. Ah oui, Et donc, il n'y a plus que vous à rajouter le U de uniforme. d'accord. Donc ça, c'est la première identification. Vous voyez, j'ai mis en rouge les deux là. Et puis après, j'ai ma deuxième identification. Je peux dire que ce qui est marqué en bleu, bah, c'est égal à ce qui est marqué en vert. C'est ma deuxième identification. Donc si j'en déduis quoi? Bah, j'en déduis que GMA, j'ai plus qu'à écrire, hein, du coup je peux enlever les UN. Je peux me débarrasser des UN du coup par identification. Donc il va me rester RA plus H au carré dans ce cas-là, à gauche, égale à V carré sur RA plus H, mais sans carré ici. C'est juste RA plus H. Voilà ma deuxième identification. Donc là, ma deuxième identification, ça va me permettre de trouver l'expression de V. C'est V que je vais chercher là, en Ah fait. oui. Donc je vais d'abord chercher V carré d'abord. Et après, je chercherai V après. Alors qu'est-ce que Bah, je V vais... carré, c'est Oui, égal à GMA sur, G. Oui, voilà, vas-y. vas-y. Oui, vas-y. GMA sur sur RA. RA plus H. Parce que le RA plus H qui est là, il va passer au numérateur. Vous êtes d'accord? Mm. Mais comme il y aura RA plus H au numérateur et RA plus H au carré au dénominateur, ça va se simplifier et il va juste rester RA plus H au dénominateur. Est-ce que ça va si je le fais comme ça directement? Oui. Ouais. Ouais. Donc après, ben, il reste juste à trouver V, puisqu'on vous demande l'expression du vecteur Bah, on vitesse. fait la racine carrée de tout ça. Et ben voilà. Donc voilà ce qu'on vous demande. Donc ça sera une question que vous pouvez avoir au contrôle, hein, tout ça. Ça c'est classique, hein. Hein, je vous avais dit, bah, profitez-en aussi si vous voulez pour, dans votre révision, ben, pour refaire le sujet de bac. Là, il y avait un sujet de bac sur 5, le sujet 0 que je vous ai envoyé. Et donc, il y a un des sujets sur 5, il y avait 3 exercices sur 5. Il y a un exercice sur 5 qui vous demande tout ça là, justement. Comme ça vous fait un autre entraînement avec l'exercice 0. Donc voilà, déjà, pour l'instant, tout ça, ça va. Donc là, on en est pour l'instant à trouver la vitesse. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut vous demander encore comme type de question type bac? Ben maintenant, ce qu'on peut vous demander, et ben, ça va être... Où est-ce que je l'ai mis? Je sais plus où je l'ai mis. Voilà, ça va être ça. Voilà, ça va être ça.
Donc ensuite, une fois qu'on a la vitesse, la question qu'on peut vous poser, c'est de retrouver la période de révolution de la planète. Alors pour la période de révolution de la planète, ce qui est marqué là, donc les 3 lois de Kepler, on l'a dit, l'application de la deuxième loi de Newton dans le référentiel astrocentrique, auquel est associé le repère de Freinet, permet de retrouver la troisième loi de Kepler, dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme, ce qu'on vient de démontrer. Donc maintenant, on sait que la vitesse, elle est uniforme, on a trouvé sa valeur. Donc ce qu'on peut vous demander maintenant, c'est de trouver la période. Mais pour trouver la période, il faut se dire, il faut essayer d'imaginer. Donc on a l'astre, on a la planète, et on sait que la planète, elle va décrire toute cette trajectoire pendant un instant grand T. Vous êtes d'accord? Et cette trajectoire qu'on peut appeler petit d, on voit que c'est le périmètre d'un cercle. Donc c'est quoi le périmètre d'un cercle? C'est 2 fois pi. C'est 2 pi r? Et R, on vient de dire que c'était RA plus H. C'est bien ça la formule du périmètre. Oui. Donc, si on veut la période, grand T, il faut trouver une relation qui relie la distance et le temps. Euh, Et il me semble que et- la relation qui relie la vitesse et le temps, Oui, c'est... il y a V est égal distance sur temps, du coup, Oui, oui, sur la période. la période, du coup, le T, ça sera grand T. Et la distance, ça sera 2 pi, 2 pi fois fois ça. r plus h. Voilà, donc ça voudra dire que la période, elle sera égale à 2 pi, si on remplace par nos grandeurs à nous, fois RA plus H, le tout divisé par la vitesse. Mais sauf que la vitesse, on l'a déjà calculé. La vitesse, c'est ce qu'on a trouvé ici. Donc comme c'est ce qu'on a trouvé ici, on peut la remplacer. Donc on sait que c'est aussi égal à 2 pi fois RA plus H, le tout divisé par la formule de la vitesse. Et la vitesse, on a dit que c'était G fois la masse de l'astre attracteur divisé par RA plus H. Vous voyez, je remplace parce que je viens de trouver. Et maintenant, ce qu'on va vous demander après, c'est de retrouver cette formule. Alors, comment faire pour passer de t égale à ça pour arriver à ça? C'est-à-dire la troisième loi de Kepler. Diviser par quelque chose, c'est multiplier par son inverse. Du coup, on peut multiplier par son inverse. Alors, Non. on peut... oui. Alors, On peut faire 2 pi RA plus H fois On met tout au carré. racine carrée de R sur GM. Alors, RA plus H, vas-y, tu me dis, vas-y, fois fois racine carrée de RA plus H sur GM. Ouais, c'est ça. RA plus H sur G fois MA. Voilà. Et ensuite, je crois que Carmine, tu avais dit quelque chose. On met tout au carré. On met tout au carré. Ce qui fait que le T devient T carré. Le 2pi devient 4pi carré. Le RA plus H devient au carré. Et le racine carrée de RH devient RA plus H. Donc RA plus H au carré fois RA plus H, et ça fera RA plus H au cube. Voilà ce que ça va donner au numérateur. Et qu'est-ce qu'il va y avoir au dénominateur? La racine carrée de GMA, ça va donner GMA. On y est presque. On a le 4pi carré divisé par GM. Regardez, 4pi carré sur GM. Qu'est-ce qu'il reste à faire là du RA plus H au cube? Du coup, on prend la formule T au carré sur R au cube. Le RA plus H,
On le fait passer de l'autre Ah côté. oui, C'est ah oui, on le fait passer de l'autre côté, ça c'est le fait produit en une croix. égalité. C'est le produit en croix en fait. RA plus H, il passe en bas à gauche, du coup produit en croix. Et du coup, il reste plus que 4 pi carré sur GMA. Et on retrouve bien, on sait que G, c'est la constante de gravitation qui sera toujours donnée en exercice. La masse de l'attracteur, c'est une constante aussi. Ça, c'est constant. 4 pi carré, c'est constant. Donc, on a bien T carré sur le rayon au cube égale à constante. On retrouve bien la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. Vous voyez? Alors maintenant, c'est quoi l'exercice de bac qu'on peut vous demander là-dessus? Ben moi, je dis qu'il y a... on peut vous demander 3 choses. On peut vous demander 3 choses en fait. Alors la première chose qu'on peut vous demander par exemple, c'est si vous connaissez grand T, si vous connaissez la masse de l'astre attracteur, on peut vous demander de trouver soit RA plus H ou soit la hauteur H. Vous voyez? Ça peut être une première question de bac. C'est-à-dire qu'il faut connaître T et il faut connaître la masse de l'astre attracteur. Ou alors, on vous donne la période de révolution, on vous donne RA, on vous donne H, et il faut trouver la masse de l'astre attracteur. Ça, c'est la deuxième possibilité. Et enfin, troisième possibilité qu'on peut vous demander au bac, c'est on vous donne RA et H, on vous donne la masse de l'astre attracteur, et il faut trouver grand T. Voilà, c'est les 3 questions que vous pouvez avoir au bac. Vous voyez comment utiliser la formule? Donc après, il faut faire comme on a fait tout à l'heure, bien faire son produit en croix, bien transformer, attention aux exposants, à ne pas se tromper dans les exposants. Et ben, alors si vous voulez, on peut en faire, qu'est-ce que vous voulez faire par exemple? Vous voulez chercher quoi? On va en faire un des 3. Alors, donc par exemple, je remets ici, là j'ai T carré sur RA plus H au cube égale G fois masse de l'astre attracteur. Non, pardon, je rectifie. Voilà, je me suis trompé. Alors, je reprends la formule. C'est 4 pi carré sur GMA. Alors, qu'est-ce que vous voulez chercher? Est-ce que vous voulez chercher la masse? Est-ce que vous voulez chercher H ou est-ce que vous voulez chercher T? Dites-moi. On en choisit un des 3. H, enfin si ça dérange pas parce que c'est un peu plus compliqué Ouais. vu qu'il est dans une parenthèse Eh ben avec un oui, autre. voilà, c'est ça. Donc on cherche H. Donc, comment est-ce qu'on fait? Bah déjà, il faut isoler. Il faut isoler le RA plus H au cube. Donc comme il faut l'isoler, il faut le faire passer au numérateur. Donc forcément, il va passer à droite. D'accord? Donc ça fait RA plus H au cube. Et ça, je le fais passer à droite. Ce qui fait que le T carré, lui, il reste à gauche. Le 4 pi carré, lui, il passe en bas à gauche. Est-ce que ça va le produit en croix? Et que devient le GMA? Oui. Il se multiplie avec le T carré? Il se multiplie avec le T carré. Ça me fera ça. Et voilà ce que j'ai pour l'instant. Ça va toujours? Donc Ouais. ensuite, eh ben, on a ce souci-là, là. On a le cube. Donc on a dit que on fait la racine cubique. Donc la racine cubique, on a dit que c'était la puissance 1 tiers. Donc on a dans notre parenthèse G fois M1 fois grand T au carré divisé par 4 pi carré. Et ça, donc ça sera RA plus H. Et tu m'as dit, Élise, que toi tu voulais H. Donc le RA, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai juste pas compris pourquoi. Ah oui, si, un tiers, c'est parce que c'est Racine la cubique. moitié de C'est la oui. racine cubique.
Oui, non, oui, pardon, c'est Quand, bon, j'ai parce compris. que quand on dit Autant pour moi. racine carrée, c'est un demi, racine Oui, cubique, non, c'est un non, tiers. oui, c'est racine cubique, je Voilà. m'étais trompée. Donc là, on écrit ça comme ça. GMA fois t carré divisé par 4pi carré. Et comment on fait pour trouver h du coup? On rajoute RA à tout ça. Et oui, comment on fait pour le RA. rajouter à Moins gauche? RA, pardon. Ça fera moins RA si on le met à gauche. Ah, ça fait juste moins RA? Bah oui, parce que tu as RA plus H. Donc le RA, si tu veux passer de l'autre côté, devient moins RA. Bah oui, ok, d'accord. Alors là, par contre, attention, ce que je disais en tout début d'AP, c'est que là, vous voyez, on ne divise pas un T par un T. Là, le T, il est tout seul ici, par exemple. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez le H en mètres, il faut que le T soit en secondes. Donc si vous avez des jours, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre en secondes? Ou si vous avez des années, par exemple. Si Des années, on fait fois 360 fois 24 fois 3600, non, il y a je crois. 365 plutôt. 365, ah oui, c'est vrai. Voilà, 365 jours fois 24 heures fois 3600 pour mettre en secondes. Pareil, le rayon de la planète, il peut être en kilomètres, donc il faudra aussi le mettre en mètres pour avoir des mètres. Parce que là, du coup, tout. Et ça, pareil, la masse de l'astre attracteur, bien mettre en kilogrammes, c'est l'unité légale. Voilà, bien penser à toutes les unités là. Mètres, T en secondes, masse en kilogrammes. Voilà, c'est tous les petits trucs à pas oublier. Voilà. Voilà ce qu'il y a à savoir sur cette partie-là. Voilà, ça je l'ai On peut abordé. faire la lunette astronomique. Voilà, ouais, on va faire la lunette astronomique. Alors je veux juste faire un petit point aussi là-dessus. Pour terminer, on avait parlé aussi de ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Vous vous rappelez de ça aussi? Oui, un peu. Ouais, donc qu'est-ce qu'il y a à savoir? Un satellite géostationnaire, c'est un mouvement circulaire uniforme. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans le plan de l'astre attracteur, pardon, dans le plan de l'équateur, pardon. Donc ça, il faut que le mouvement soit dans ce plan-là, et aussi dans le même sens de rotation que la Terre. Ça, c'est les deux conditions en plus. Voilà. La position d'un satellite géostationnaire, si c'est géostationnaire, ça veut dire qu'il est immobile par rapport à un point fixe de la surface terrestre. Ça veut dire que le satellite géostationnaire, il voit toujours le même point sur la Terre. Et ça, pour que ça puisse marcher, eh ben, il faut qu'il puisse tourner à la même vitesse que la Terre. Donc il faut qu'il puisse décrire une révolution pendant le même temps que la Terre autour d'elle-même. Donc c'est-à-dire qu'on appelle un jour sidéral. Et un jour sidéral, ben, c'est ça. C'est à peu près, on va dire 24 heures, mais exactement, c'est 23 heures 56 minutes 4 secondes. La période de révolution du satellite géostationnaire. Elle sera donnée ou il faut la connaître par cœur? Si vous mettez 24 heures, on arrondit à 24 heures, c'est bon. Bah, D'accord. vous dites bien, vous dites que la période de révolution du satellite doit être la même que la période de rotation de la Terre sur elle-même. Voilà. Pas besoin de donner la valeur du coup comme ça. D'accord. Et on avait utilisé ce qu'on avait fait juste avant, la troisième loi de Kepler, pour justement retrouver H. Et ben voilà le H. Les 360 km, le 36 000 km, pardon. Bah, c'est ce qu'on vient de faire juste là. Vous voyez le calcul là que vous avez fait? Ben, ça peut permettre de déterminer la hauteur d'un satellite géostationnaire, justement. Voilà, ça peut être une application pour trouver cette valeur-là. Vous voyez? Donc voilà. Alors après, je vous avais mis, je vous ai remis, donc ça, il faudra aller le voir sur le netboard. Hein. Je vous ai remis, donc là, je l'ai mis là, et je l'ai mis, voilà. Donc je sais plus où je l'ai mis là, voilà. J'ai mis ici. Vous l'avez dans le netboard, hein, c'est la petite carte mentale qui regroupe un petit peu tout ce qu'on vient de faire en fait. Hein. Vous voyez tous les calculs, voilà, toute la démonstration, vous avez tout ici sur la carte mentale. D'accord. Ok. Alors on passe à la lunette, puisque Elise voulait passer à la lunette astronomique.
Donc la Oui, lunette, c'est juste que j'ai pas trop compris eh ça, ben vraiment, oui, je sais pas ce qu'on va avoir au contrôle et je eh ben comprends pas. on va tout revoir la lunette astronomique. Alors la lunette astronomique, qu'est-ce qu'il y a à savoir déjà? C'est que le système, il est afocal. Donc c'est quoi un système afocal? Eh ben, il faut que, pour que le système soit afocal, il faut deux choses. Un système afocal, ça veut dire que si des rayons arrivent à l'infini, très loin, donc mettons qu'ils arrivent comme ça là, quand ils arrivent à l'infini, ces rayons, ils doivent aussi repartir à l'infini de l'autre côté de la lunette. Voilà. Donc un objet à l'infini va donner une image à l'infini. Ça, c'est le principe d'un système afocal. C'est bon? Alors maintenant, c'est quoi la condition? La condition pour avoir un système afocal, ben, c'est ça. C'est que f'1, qu'on a ici, là, f'1 doit être confondu. Alors je rappelle que f1, c'est le foyer objet de l'objectif. f'1, c'est le foyer image de l'objectif. O1, c'est le centre optique de l'objectif. On a dit que l'objectif, c'est une lentille convergente qui est située côté objet. Maintenant, on a l'oculaire. C'est aussi une lentille convergente qui a un centre optique qu'on appelle O2, qui a un foyer objet qu'on appelle F2, qui a un foyer image qu'on appelle F'2. Et bien, la condition pour que le système soit afocal, il faut que le foyer image de l'objectif, donc f'1, soit confondu avec le foyer objet de l'oculaire. C'est ça la condition pour qu'un système soit afocal. Voilà. Est-ce que ça va pour la définition du système afocal? Ouais. Ouais. Alors maintenant, deux choses à savoir. La première chose, c'est ça. Je prends une autre couleur. C'est la distance ici. O1, F'1. Ben, la distance O1, F', on la note comme ça, d'ailleurs, je vous avais dit. O1, F'. C'est la distance focale? Et oui, c'est F', on l'appelle comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la distance focale de l'objectif. Alors, vous vous rappelez, je vous avais dit, on met une petite barre au-dessus de OF', parce qu'on a dit que c'était une grandeur algébrique. Vous vous rappelez? Alors, comme on dit bien O1, F', on se déplace dans le sens positif. Donc, ça veut dire qu'F' est bien positif. D'accord? Ce qui veut dire que OF1, c'est aussi égal à la distance focale. Sauf que OF1, ça sera F' aussi, mais ça sera négatif. Parce qu'on dit O1, F1, on va dans l'autre sens. Vous voyez, sens de propagation de la lumière, c'est toujours de la gauche vers la droite. C'est lui qui définit le sens positif. Mais quand on dit O1, F1, on va vers la gauche, donc ça sera négatif. D'où la petite barre. D'accord? Ensuite, on a, ici, on a O2, F'2. Vous voyez que je dessine ici. Donc O2, F'2. Et bien, comment est-ce qu'on va appeler ça? Et bien, F'2, ce sera la distance focale de l'oculaire. Donc, qu'est-ce que j'en déduis, moi? Ben, moi, j'en déduis que dans ma lunette astronomique qui est là, moi, j'ai l'objectif qui est ici, j'ai l'oculaire qui est ici. Et bien, j'en déduis quoi? J'en déduis que là, j'ai O1, là, j'ai O2. Et ben, j'en déduis que la distance O1, O2, ici, donc O1, O2, je mets ma petite barre comme ça, ben, c'est égal à quoi? F'1 plus F'2. Et ben voilà, F'1 plus F'2.
On a bien ici F'1, je le remarque là, et ce qui fait que je vais mettre une autre couleur. Voilà, là j'ai F'2 qu'on retrouve ici. Ça va pour tout le monde, ça va? Oui. Donc déjà, ça c'est la première chose. Première chose à savoir, voilà. Maintenant, étape suivante. Alors, où est-ce que j'en suis? Voilà. Donc maintenant, comment tracer les rayons lumineux dans une lunette afocale? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais prendre le dessin qui est là, je vais le mettre un petit peu plus gros pour bien voir. Voilà, comme ça. Alors voilà comment est-ce qu'il faut tracer les rayons. Déjà, si je prends ce rayon-là, je vois que ce rayon, il passe par haut. Vous êtes d'accord? Donc on sait qu'un rayon qui passe par haut, vous voyez, Il reste constant. il reste constant, il ne sera jamais dévié. Monsieur, Oui. du coup, avant l'objectif, il y a que 2 rayons qui passent et il peut pas y en avoir 3, du coup? Si, il peut y en avoir 150 si tu veux. Mais pourquoi on en met que 2 et après on en met 3? Ben, parce que ça suffit. Parce qu'en fait, D'accord. on pourrait presque en mettre, je dirais même, maintenant que vous savez que le système il est afocal, moi je pourrais presque en mettre qu'un seul rayon. Je vous explique. Si je mets le rayon qui passe par haut là, alors forcément ce rayon il vous sera donné parce que il faut qu'on vous dise dans l'exercice où se situe l'objet à l'infini. Donc là du coup le rayon il sera forcément donné, ce rayon, enfin au moins le rayon jusqu'au point haut. Ce rayon il sera forcément donné parce qu'il faut qu'on vous indique où se situe l'étoile que vous allez visualiser. Donc là, comme l'étoile est très très loin, vous imaginez, hein, avec ma souris, je fais un rayon qui vient de très 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 loin et qui arrive au point haut. C'est bien ça en fait. Alors moi je t'ai dit, Elise, que finalement, un rayon suffit. Regardez, le rayon qui passe par haut m'avait dit qu'il n'est pas dévié, il fait bien ça. Oui. Et moi, qu'est-ce que je sais? Moi je Ah, sais qu'un objet... Oui, vas-y, Gabriel. La distance F1, c'est la même que O1'. Oui, mais... Vous voyez? Ouais, On sait que F'1 et F2 sont confondus. oui, on sait ça aussi. Et ben, je sais encore autre chose. Je sais que si j'ai un objet à l'infini, son image se forme où? L'infini. Ah non, ah non, ah non, Ah. ah non. Si on a un objet à l'infini, l'image doit forcément se former dans le plan focal image. Là, vous avez ici l'image qu'on peut appeler A1, B1. Donc ça veut dire qu'avec mon rayon là, je vois à quel moment il coupe ce qu'on appelle, vous voyez ce que je fais en bleu là? Ce que je fais en bleu, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure. Je le remarque ici. Voilà, c'est ce que j'appelle le plan focal image. Voilà. Donc moi, qu'est-ce que je sais? Je sais que l'image, enfin l'objet est à l'infini, donc l'image doit être forcément dans ce plan-là. Donc vous voyez que l'image elle est renversée et donc elle est forcément dans ce plan-là. Donc c'est mon point d'intersection. Donc finalement, pour répondre à ta question, Elise, finalement un rayon suffit. Mais après, comme tu as dit, combien est-ce qu'on en fait de rayons? On peut en faire autant que tu veux. C'est-à-dire qu'après, comme on sait que l'objet est à l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les rayons, ils arrivent parallèles. C'est bien ça quand c'est à l'infini. Moi, Ouais. il suffit de faire un autre rayon que je connais, moi. Si je fais ça, si je fais un rayon parallèle à mon rayon qui passe par haut, et en plus, si je fais ce rayon-là, là, je sais que ce rayon, il passe par F1. Et bien, un rayon qui est parallèle au premier et qui passe par F1, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce rayon particulier? Il est parallèle. Il ressort parallèle. Donc, s'il ressort parallèle, il ressort comme ça. Parallèle à l'axe optique. Vous voyez, l'axe optique, c'est l'axe delta. Il ressort parallèle à l'axe optique. C'est un autre rayon particulier. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai un point d'intersection. Et comme l'objet, c'est B, infini, mon image, ça sera B1. Voilà comment je fais pour trouver
finalement la taille de mon image. Du coup, le plan focal image, c'est A1, B1 Bah, et le plan focal image, c'est aussi... c'est le plan qui passe par F'1 et F2 et qui est perpendiculaire à l'axe optique. D'accord. Donc c'est que mon image, moi je suis sûr que mon image, elle est dans ce plan perpendiculaire à l'axe optique. Et ça correspond au point d'intersection. Après, tu vois, il y en a deux autres qui ont été tracés, tu vois. Il y a le rayon 3 et le rayon 4. Bah, le rayon 3, maintenant tu sais que il va forcément passer par ce point d'intersection. Le rayon 4, il va aussi passer par ce point d'intersection aussi. Voilà ce que ça veut dire. D'accord. Alors c'est important ce qu'on vous a fait en orange. Pourquoi? Parce que vous voyez que ce qui est marqué en orange, c'est tout ce que la lunette astronomique pourra voir. C'est bien ça. Et donc là, tout ce que la lunette astronomique pourra capter, c'est tout ce qui est dans le domaine orange. Et là, de ce côté, c'est tout ce que l'on pourra voir avec notre œil. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand vous avez une lunette astronomique, si vous devez en acheter une, eh ben, le commercial qui va vous vendre la lunette astronomique, il va vous demander deux choses. Il va vous demander déjà quelle distance focale vous voulez pour votre objectif ou votre oculaire. Mais il va aussi vous demander qu'est-ce que vous voulez comme taille d'objectif. Alors c'est quoi la taille de l'objectif? Ben, finalement c'est l'espace orange que vous voulez. Donc ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que si vous avez un objectif de très grand diamètre, hein, qu'est-ce que ça voudra dire? Je rappelle que vous observez des étoiles hein, dans le ciel. Les étoiles, c'est pas très lumineux. Donc, si vous avez un objectif de... Et ben voilà, vous aurez plus de lumière. Il y aura plus de rayons qui rentreront. Vous voyez? Donc, si vous devez acheter une lunette astronomique dans un magasin, il va falloir regarder deux choses. La taille de l'objectif, ça c'est pour savoir s'il y aura beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière. Et la distance focale, parce que la distance focale de l'objectif et de l'oculaire, ça vous permettra de plus ou moins grossir votre image. C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Donc c'est pour ça que les deux critères sont importants dans une lunette astronomique. Voilà. Alors j'ai pas fini, donc j'en étais à l'image intermédiaire. Donc l'image intermédiaire, vous voyez, c'est l'image A1B1. Mais alors, qu'est-ce que je peux dire maintenant? Ben, je peux dire que cette image intermédiaire, Les retourner. elle est retournée, elle est renversée, elle est renversée, voilà ce que je peux dire. Et puis je peux dire aussi que maintenant cette image, elle va jouer le rôle d'objet. D'objet pour l'oculaire. Mais là, il y a deux choses. Oui. Monsieur, l'image intermédiaire, elle est formée par l'objectif du coup. Voilà. Et l'image finale sera formée par l'oculaire. Donc, pour que l'oculaire forme une image, il faut que l'image intermédiaire joue le rôle d'objet pour l'oculaire. D'accord? Donc ce qu'on vient de trouver là, A1B1, ça va être notre nouvel objet. Voilà, ça sera notre nouvel objet pour l'oculaire. Alors comment est-ce qu'on va tracer les rayons là maintenant? Ben, moi j'applique les rayons particuliers qu'on avait vus. Vous voyez le rayon qui est parallèle à l'axe optique, qu'est-ce qu'il fait ce rayon? Un rayon parallèle à l'axe optique. Il passe par F'2. F'2, le foyer image de l'oculaire. Donc c'est le rayon numéro 2. Maintenant, comment je peux faire maintenant pour trouver l'image? Ben, il suffit de se dire que, comment dire, que l'image intermédiaire, elle passe par F2. Vous voyez ici, elle est au point F2 l'image intermédiaire. Alors comme elle passe par F2, ben moi je sais que tous les rayons vont sortir parallèles. Ça veut dire que l'image va être à l'infini. Si l'objet est au point F2, l'image est à l'infini. Donc en fait, vous voyez tous les rayons qui sont tracés là, le 1, le 2, le 3, le 4, hein, ben, vu que vous avez tracé le rayon numéro 2, et ben on sait que tous les autres rayons là que vous allez tracer, ils vont ressortir tous parallèles au rayon 2. Voilà comment vous faites pour tracer les derniers rayons.
ils doivent tous ressortir parallèles entre eux. Mais du coup, Parallèles au au rayon final, on 2. n'aura pas d'objet. Bah si, Enfin, on n'aura pas d'image, si. Parce que un notre... objet, une image AB. Et si, ça pris. regarde, notre œil, où est-ce qu'on le met l'œil? On le met ici. Il est là, notre Mhm. œil. Donc notre œil va regarder dans cette direction. Mais moi, si je fais, regardez, si je fais ça, si je prolonge mes rayons maintenant dans l'autre sens, alors il faut que je le fasse en pointillé, je peux pas là. Mm. Vous voyez, là, tous mes rayons, ils vont faire comme ça, en fait. Je vais les voir à l'infini. Donc, je vais voir mon image que j'appellerai B'. Alors, il faut que j'écris comme ça. B' infini. Je vais voir à travers ma lunette. Je vais voir l'image devant, là, comme ça, à l'infini. Parce que les rayons, ils Ah, ressortent d'accord. parallèles. Donc ça, ce que je viens de faire, là, je peux pas le faire, moi, mais les traits que j'ai faits, il faut vraiment les faire en pointillé. Pourquoi il faut les faire en pointillé? Parce que on sait bien que la lumière, elle va pas en sens inverse. Mais Mm. si on les fait en pointillé, ça veut dire que l'image qu'on va voir, elle sera pas réelle. Ça sera une image, le contraire de réel, Virtuel. virtuelle. C'est pour ça qu'il faut bien dessiner en pointillé les rayons de lumière. Voilà. D'accord. L'image d'un astre qu'on verra dans le ciel, elle sera grossie, cette image, mais elle sera virtuelle. Voilà. Est-ce que c'est bon pour cette partie? Oui. Ouais. Est-ce que pendant le contrôle, on aura besoin de tracer un truc comme ça, un système focal avec les Oui, rayons et tout? mais vous aurez le papier millimétré qui sera fourni avec. Oh là là. Je vous aurai tout prévu, hein. Voilà. Alors maintenant, il nous reste à voir la dernière partie. Monsieur, il y a Evan qui a posé une question dans le chat. Ah, pardon. C'est quoi la question? Alors, c'était... c'est où? Dans la partie physique, au-dessus. Partie physique. Alors, Là, vous êtes en général. ah oui, c'est vrai. Alors, attends que je perde ça. Alors, c'est où la partie physique? Tout général. Je la vois pas. Ah oui, physique chimie. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a posé comme question? Alors, est-ce que la distance F1, F2, F'1, F'2 seront données ou c'est toujours pareil? Les distances, oui, seront données. C'est toujours donné. On est obligé, en fait. Ouais. Donc, ça sera à partir de ces distances-là que tu pourras calculer, par exemple, la distance O1, O2, comme on a fait tout à l'heure, par exemple. Bon, alors, pourquoi elles seront données? Ça va me faire la transition avec le grossissement, en fait. Parce qu'en fait, si on vous pose une question sur le grossissement, et de toute façon, il faut que vous puissiez connaître F'1 et F'2 pour pouvoir calculer le grossissement. Voilà pour répondre à ta question, Evan. Alors, on peut vous demander deux choses sur le grossissement. D'abord, oui, il y avait une question, je sais pas. Non, bon. Alors, le grossissement, on peut vous demander deux choses. Déjà, c'est quoi le grossissement? Le grossissement, c'est un rapport de deux angles, θ' et θ. Alors, si on reprend le dessin que vous avez ici, vous voyez, on vous a tracé ce que je disais tout à l'heure, un seul rayon. Vous voyez, un rayon suffit pour tracer l'image intermédiaire et pour tracer l'image finale. Donc moi, ce qui est important, c'est l'image intermédiaire qui est là, A1, B1. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est encore plus zoomé, comme ça, voilà, on va bien zoomer. Et là, moi, ce qui est important, c'est ça. C'est A1, B1. Vous voyez l'image qui est comme ça. Alors, là, à partir de là, vous allez pouvoir définir ce qu'on appelle le grossissement. Le grossissement, c'est θ' sur θ. Alors, θ', c'est quoi? C'est un angle. Alors, déjà, θ, c'est cet angle-là. Alors, c'est quoi θ? C'est ce qu'on appelle, on dit aussi pour θ, on appelle ça le... non, pardon. Là, on appelle ça le diamètre
le diamètre apparent. Alors, c'est quoi le diamètre apparent? Eh bien, c'est θ. Alors, θ, c'est quoi finalement? Ben, par exemple, si vous avez, je sais pas moi, une super étoile à voir, votre étoile, par exemple, elle va mesurer une distance qu'on peut appeler, je sais pas moi, petit h. Donc, ce sera une étoile ou un système galactique qui aura une valeur en unité astronomique, par exemple. Et nous, avec notre petit télescope, notre petite lunette astronomique, nous, on va être placé à une distance assez loin, grand L. Voilà. Et donc, notre télescope, il est là. Enfin, notre lunette astronomique, elle sera ici. Ou notre œil, si on essaye de voir à l'œil nu. Alors, c'est quoi du coup c'est quoi θ? Ben, θ, c'est ça. C'est l'angle sous lequel on peut observer un objet. Alors, soit à l'œil, soit à l'aide de la lunette astronomique. C'est un angle. C'est ça qu'on appelle le diamètre apparent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que sur le dessin que j'ai fait, j'ai un triangle rectangle. Est-ce que tout le monde voit bien? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux appliquer une formule. Alors, la formule trigonométrique que je vais appliquer, ben, vu que je ne connais pas l'hypoténuse, je connais juste le côté opposé et je connais juste le côté adjacent. Vous voyez? Donc, connaissant le côté opposé et le côté adjacent, je peux utiliser la tangente. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la tangente? Oui? Tangente alpha prime sur tangente Non, non, non. alpha, c'est pareil, non? Oui, oui, voilà. Alpha ou θ, c'est pareil. Hein. J'avais dû appeler alpha en cours, Ah là oui, c'est c'est θ. ça. Oui, pardon, C'est je dis l'angle. alpha En parce fait, que j'avais la tête voilà. Alpha dans ou le θ, cours, c'est mais... pareil. Donc, tangente θ, d'après mon dessin là que j'ai fait, vous voyez qu'il y a un triangle Mhm. rectangle. Donc, je peux appliquer la tangente. La tangente, c'est côté quoi sur côté quoi? C'est A1, B1 sur... Non, mais le dessin d'ici là, le dessin que je viens de faire en bas. C'est H sur L. Voilà, côté opposé, donc c'est H divisé par L. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que, vous êtes d'accord que l'étoile que je vais voir, ou le système galactique que je vais voir, ben, il est très loin de moi. Donc, vous êtes d'accord que grand L, ce sera forcément plus grand que H. Donc, j'en déduirai que θ, il sera petit. Et si θ est petit, je rappelle que θ, ça se mesure en radians, dans ce cas-là. Et comme θ est petit, ben, je peux faire une approximation. Je peux dire que tangente θ, c'est pratiquement égal à θ. Vous voyez? Parce que l'angle, il sera tout petit en radians. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on peut se dire? Ben, on sait que l'œil, là je me suis intéressé à l'œil, l'œil, il a un angle, on va dire alpha, on va l'appeler alpha, celui-là, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le pouvoir séparateur de notre œil. Alors, Monsieur, on le calcule obligatoirement en radian, l'angle, oui, c'est l'unité légale ici. Ça sera un radian en D'accord. fait. Voilà. Alors, l'angle sous lequel vous êtes capable de pouvoir voir deux points très rapprochés, enfin, ce qu'on appelle le pouvoir de résolution de votre œil, eh ben, c'est un angle aussi pareil, qui vaudra 3-10-4 radians. Alors ça, c'est une valeur qui sera donnée, hein, si vous l'avez. Ça, c'est ce que notre œil est capable de discerner. C'est-à-dire, si je vous mets par exemple en face de vous une sorte de mire, vous savez ce que c'est une mire? C'est des traits noirs très rapprochés. Et bien en fait, si j'éloigne cette mire de votre œil, ben, la distance grand L, à partir de laquelle vous n'allez plus les voir, ces mires, et ben ça sera alpha. Donc, si vous avez un angle θ plus grand que alpha, ça veut dire que vous allez voir l'étoile. Si θ est plus petit que alpha, ben vous ne verrez pas. Voilà ce que ça veut dire. Au niveau de l'œil, bien sûr. Maintenant, on va s'intéresser à notre lunette afocale. Donc, notre lunette afocale, voilà, on retrouve l'angle θ, là, que je viens de vous parler. Mais vous connaissez les angles vous connaissez les angles opposés par le sommet. Ça vous parle, Oui. ça? Donc, l'angle θ, vous êtes d'accord qu'on le retrouve dans le triangle jaune? Ça va toujours?
Et là, vous voyez où il est l'œil? Il est placé cette fois-ci non plus avant l'instrument, il est placé après l'instrument ici, l'œil. Donc, ça veut dire que là, cette fois-ci, on observe à travers la lunette. Et donc, à travers la lunette, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un angle θ' qui sera plus grand que θ. Donc, ça veut dire que θ' sur θ doit être plus grand que 1. Le grossissement doit être plus grand que 1. Parce que θ', on va voir beaucoup mieux avec la lunette qu'avec l'œil. Donc, θ' sera plus grand que θ. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors maintenant, θ', vous voyez l'angle sous lequel les rayons ressortent, eh ben, on s'aperçoit qu'on le retrouve ici. On le retrouve ici. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle les angles alternes internes. Et là, c'est ce qu'on appelle les angles correspondants. Ça va toujours? Alors, si ça va maintenant, il faut bien regarder le dessin qui est là. Parce que ce qu'on peut vous demander, par exemple, c'est de démontrer cette formule. Vous voyez? Si on demande de démontrer cette formule, et ben en fait, il va falloir faire une démonstration. Alors, c'est quoi la démonstration? Et ben, c'est un peu ce que je vous ai fait là. Vous avez deux triangles, un jaune, un vert. Les deux triangles, ils sont tous les deux rectangles point A1. Et donc, si vous regardez, dans ces deux triangles, vous avez le côté opposé et le côté adjacent que vous connaissez. Exactement comme j'ai fait en bas. Alors regardez, je prends le triangle jaune. Le triangle jaune, l'angle c'est θ. Donc je vais appliquer ma formule qui dit que tangente θ, c'est côté opposé. Donc c'est quoi le côté opposé? Et bien c'est A1, B1. Tout le monde est d'accord? Ou c'est F'1, B1, on l'a appelé là. Mais c'est toujours A1, B1 aussi. A1, B1 divisé par O1, A1. Ou O1, F'1 si vous voulez. Oui. Ah, et O1, A1, c'est pareil que O1, F1, O1. A1, c'est pareil que O1, F'1. Parce que A1, F'1 et F2 sont confondus finalement. Oui. Donc là, je peux appliquer cette formule-là. Et comme l'angle est petit, on avait dit, θ il est petit. Donc comme θ est petit, θ égale tangente θ. Comme j'ai marqué ici. Maintenant, je regarde de l'autre côté. Triangle vert. Triangle vert, c'est θ'. Donc je vais dire que, même si θ' est plus grand que θ', θ' il est petit, donc c'est aussi égal à tangente θ'. Maintenant, c'est quoi la tangente? Ben, c'est 1, B1, ou F'1, B1, si vous voulez, c'est pareil. Ça, c'est côté opposé, sur côté adjacent. Et c'est quoi le côté adjacent? Eh ben, c'est O2, F2. Vous voyez, c'est ce côté-là, en fait. Est-ce que ça va? Les deux formules. Oui. Et bien, si ça va, et ben, grâce à ces deux formules-là que vous avez, il n'y a plus qu'à les mettre les unes sur les autres. Donc, ce que je vais faire, je vais le marquer là. Mon grossissement, c'est ça. C'est θ'. θ', ben, on a dit que c'était F'1. Je remarque la formule qui est marquée. Hein, F'1, B1. Avec la, il faudrait bien mettre la petite barre, toujours. Divisé par O2, F2. Tout ça, ça c'est θ'. θ' divisé par θ. θ c'est quoi? C'est F'1 B1 sur O1 F'1. Vous voyez, je fais le rapport. Ben, qu'est-ce que je peux dire, hein? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ben, le F'1 et le F'1 B1 et F'1 B1, qu'est-ce que je peux faire? Ah, il s'annule. Il s'annule. Hein. Et là, il me reste quoi? Il me reste, ici je mets 1, il reste 1 ici. Ici, il va rester 1. Vous êtes d'accord? Et maintenant, vous savez que A sur B divisé par C sur D, ben, c'est égal à quoi? A sur B fois D sur C. A sur B fois D sur C, voilà. Donc, il va rester 1 sur... Alors, O2, F2, on a dit que c'était F'2.
multiplié par D sur C. Donc D sur C, ça sera F'1 sur 1. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve que le grossissement, c'est bien égal à F'1 sur F'2. Est-ce que ça va, ça? C'est bon? Donc ça, on peut vous demander la démonstration. Donc bien refaire tout ça. Et donc, il reste une dernière chose à voir pour être tout à fait complet. Alors la dernière chose, c'est ça. Je redessine l'axe optique. Moi, je n'ai pas fait très droit, bon, tant pis. Ah bah, attendez, ce que je peux faire, c'est annuler. Normalement, si je peux annuler, non, voilà, je peux annuler, donc je recommence. Donc je refais mon axe optique, cette fois-ci bien horizontal. Voilà. Je refais mon objectif, comme ceci. Donc là, on a bien le point O1, ici. Là, l'oculaire. Voilà. Ici, on a O1. Ici, on a O2. F'1, F2 est à peu près par là. Voilà. Et donc, on aura forcément F'2 par là. Voilà. L'autre question aussi qu'on peut vous poser, c'est de trouver la position de ce qu'on appelle le cercle oculaire. Alors, comment vous allez faire? C'est quoi le cercle oculaire déjà? Le cercle oculaire, c'est une image. C'est l'image de quoi? Alors, le cercle oculaire, en fait, c'est l'image de quelque chose à travers l'oculaire. En fait, c'est l'image de l'objectif. Ça veut dire que l'objectif va jouer le rôle d'objet. Ça sera l'objet pour l'oculaire. Ça sera l'objectif. Donc là, on a notre oculaire. Voilà. Alors, comment faire pour trouver où est placé le cercle oculaire et quelle va être sa taille? Et bien en fait, voilà, on va refaire les rayons particuliers. Donc moi, je fais un rayon qui part de l'objectif, qui passe par F2 ou F'1, comme ceci. Voilà. Et comment il ressort ce rayon? Parallèle. Parallèle à l'axe optique. Alors, je rappelle bien que quand vous faites un rayon, n'oubliez pas de mettre les petites flèches comme ça. Avant, après. Ça, c'est important, ça. Alors, je fais pareil de l'autre côté. Je fais un autre rayon comme ça, qui passe par F'1, F'2. Voilà. Et ce rayon-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui aussi ressortir parallèle. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore comme autre rayon? Ben, je peux faire, par exemple, celui-là. Ce rayon-là, par exemple, qui passe par O2. Qu'est-ce qu'il fait, ce rayon? Il continue tout droit. Il continue tout droit sans être dévié. Comme ça. Voilà. Alors, ce que je peux peut-être faire, c'est prolonger les deux rayons que je viens de faire, là, en fait. Voilà. Et puis, je peux faire ça aussi. Je peux faire celui-là. Un rayon qui passe par O2, on a dit qu'il n'était pas dévié, donc il va ressortir comme ça. Bien sûr, je fais toujours mes petites flèches, avant, après. Et bien, est-ce qu'avec ça, je peux trouver où est positionné mon cercle oculaire? Eh bien oui, moi je sais où il est. Le cercle oculaire, c'est là où il y a les points d'intersection, ici et ici. Donc ça, c'est mon cercle oculaire, ça. Ça, c'est la taille du cercle oculaire. C'est-à-dire que la quantité de lumière, on a parlé tout à l'heure, qui rentre par l'objectif, la quantité de lumière qui va ressortir, c'est-à-dire l'endroit où je vais placer mon œil, ça va être là. C'est là où je vais placer mon œil, en fait.
Le cercle oculaire, c'est là où toute la lumière va arriver sur l'œil. C'est ça qu'on appelle le cercle oculaire. Alors maintenant, ce que j'aimerais faire pour terminer, c'est... voilà, moi ce que je voudrais faire, c'est ça. Je vais faire ça comme ça. Ce que je voudrais faire, moi, c'est... je vais l'appeler C, la position du cercle oculaire, et je vais l'appeler petit d, le diamètre du cercle oculaire. La question que je vais vous poser, c'est quoi maintenant? C'est trouver la position du cercle oculaire et trouver la taille du cercle oculaire. Comment je peux faire ça? Eh bien, il y a deux formules à connaître. Il y a la formule. Ça, c'est les formules que vous aviez vues en première. La formule de conjugaison. Vous vous rappelez de cette formule? Non. Non? Alors, elle dit quoi? Elle dit que 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur OF'. Alors peut-être que pour l'expliquer, je vais peut-être faire un petit dessin plus simple. Je vais le faire là. J'ai mon axe optique, j'ai ma lentille comme ça, le centre optique, le point F', le point F qui est là par exemple, mon objet AB qui sera là. Donc là, il y a le point A du coup, vous repérez, d'où le OA. Et si je fais les rayons, qu'est-ce que j'ai? Ben, je sais que le rayon qui passe par B, qui passe par O, vous savez qu'il n'est pas dévié, ce rayon-là. D'accord? Et puis le rayon, on va dire, qui est parallèle à l'axe optique, qu'est-ce qu'il fait ce rayon? Il passe par F'. Ce qui fait que du coup, vous avez votre image. L'image, elle est renversée ici. Est-ce que ça va? C'est-à-dire que là, vous avez l'image A', B'. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Donc, c'est quoi la formule de conjugaison? La formule de conjugaison, elle dit que la distance, enfin, 1 sur OA', 1 sur cette distance, moins 1 sur OA, donc moins cette distance, c'est égal à 1 sur la distance focale. Ça veut dire que si vous connaissez la distance focale, si vous connaissez OA, vous pouvez trouver OA'. Voilà à quoi sert la formule de conjugaison. Et maintenant, l'autre formule, c'est la formule de grandissement. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette formule de grandissement? Elle dit que l'image qu'on obtient, elle est plus ou moins grande que l'objet. Et ça se note par la lettre gamma. Et en fait, c'est quoi? C'est la taille de l'image. Donc l'image, c'est A'B', on a dit, divisé par la taille de l'objet. L'objet, c'est AB. Et vous connaissez Thalès, hein? Il dit quoi, Thalès? Il dit que si A'B' sur AB, ce rapport, ce sera aussi égal au rapport OA' sur OA. Vous avez deux triangles opposés par le sommet. Oui. Ça, c'est Thalès qui dit ça. Il dit que OA' sur OA égale A'B' sur AB. Ça va les deux formules? Alors, pourquoi je vous fais faire ces deux formules? Parce qu'on va les appliquer à notre cercle oculaire. Je rappelle que l'image finale, c'est ça, c'est le cercle oculaire. On sait que l'objet, c'est l'objectif. D'accord? Donc, ben, je peux appliquer la formule de conjugaison à ma lunette astronomique. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que 1 sur... C'est quoi OA' dans mon dessin? C'est la distance. Comment elle s'appelle? Vous voyez, OA' qui est là. C'est quoi la distance sur mon schéma à moi? La distance aussi. O2C. Voilà, c'est la distance O2C. Ok. Moins 1 sur OA. C'est quoi 1 sur OA? Ça sera O2, O1. Vous
voyez? Ou O1, O2, comme vous voulez. Donc on va dire plutôt O2, O1. Voilà. Égale 1 sur OF'. Ben, c'est quoi la distance focale de l'oculaire? C'est O2 F'2. Vous voyez? Alors maintenant, si je devais chercher la position O2C, voilà, moi je voudrais chercher ça là. Alors comment je vais faire? Moi je sais que 1 sur O2C, ça sera égal à quoi? Eh ben, ça sera 1 sur O2F'2. Et qu'est-ce qui va devenir le moins 1 sur O2O1? Plus 1 sur O2O1. Voilà. Alors pour simplifier, après pour la suite, ce que je vais faire, je vais vous donner des valeurs. Ce sera plus simple. Donc une fois que vous avez ça, après il n'y a plus qu'à remplacer par des valeurs. Alors attention, si je dis que l'oculaire, bon, je prends des valeurs au pif, hein, il a une distance focale de, alors on va dire 5 cm. Alors ce que je peux faire, c'est les 100 cm, comme ça j'aurai mon résultat en centimètres. Alors est-ce que c'est positif ou négatif O2C? Enfin pardon, O2F'2. C'est positif. Ouais, donc ça voudra dire que si ça fait 5 cm, donc ça fera 1 sur 5. Plus 1 sur O2O1. O2O1, c'est positif ou négatif? O2O1. C'est négatif. C'est négatif, on va vers la gauche. Donc on va dire que notre lunette, elle fait combien? On va dire qu'elle fait les plus courantes, je crois que c'est 109 cm. On va dire qu'elle fait 109, mais comme c'est négatif, il faut bien mettre un moins. Ça, c'est important. Donc comme ça, du coup, ça vous fait calculer 1 sur O2C, ça. Donc, vous voyez, vous faites votre calcul, et après, vous faites l'inverse. Et l'inverse, vous aurez la distance du cercle oculaire O2C, et vous l'aurez directement en centimètres. Ça va pour ça? Pour la formule de conjugaison. Et maintenant, pour finir, il nous reste à faire la formule de grandissement. Donc moi, la formule de grandissement, c'est quoi? C'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Et moi, je veux la taille de l'image. Moi, je veux la taille du cercle oculaire. Donc là, ça voudra dire que ça sera égal à quoi? Eh bien, A'B', on sait que l'image, elle a inversé. Hein. Donc ça voudra dire qu'A'B' sera négatif. Donc ça sera moins D sur... C'est quoi AB? Eh ben, je vais l'appeler grand D, par exemple. Ce sera la taille de l'objectif. Sur grand D égale OA' sur OA. Mais c'est quoi OA'? Ben, on a dit qu'OA' c'était O2C. Donc il suffira de remplacer O2C par sa formule. Salut. Ah, il y a quelqu'un qui s'en va. Divisé par OA. Et OA, c'est O2O1, on a dit. O2O1. Et donc attention, c'est négatif, on avait dit. Voilà. Donc là, après, il suffit de remplacer pour trouver la valeur de petit d. Donc les formules de conjugaison et les formules de grandissement, si vous avez à les utiliser, elles seront données. Hein. Donc ça sera à vous après de savoir les transformer, transformer OA', par exemple, par O2C. Vous voyez, transformer par les bonnes lettres, je veux dire. Voilà. Est-ce que ça va pour la dernière partie? Ouais. Ouais, c'est tout bon. Alors je vous ai fait à la fin, regardez, je vous ai mis, non, je ne vous ai pas mis ça, je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. Donc ça, je peux peut-être le mettre plutôt à la fin, voilà. Et ça, je vais le mettre plutôt par là, satellite, voilà. Donc voilà, là vous retrouvez, donc ça vous l'avez aussi sur le netboard, c'est la carte mentale. Vous voyez, vous avez toutes les formules qu'on vient de voir. Formule de conjugaison, le grossissement avec les distances focales, les lentilles, les rayons, qu'est-ce que c'est qu'un système afocal, le trajet de la lumière. Voilà, vous avez toutes les étapes ici. Voilà, donc ça vous le retrouvez sur le netboard, c'est la carte mentale. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon pour tout le monde?
C'est tout bon? Bon, ben, du coup, on va arrêter là, comme c'est à peu près midi. Bon, ben, je vous souhaite de bonnes révisions, du coup, alors. Merci. Hein? Et ben, je vous souhaite un bon week-end. Et puis, donc, Merci. à lundi. Donc, j'enregistre, je transforme la vidéo et je vous la mets, je vous mets le lien YouTube dans l'après-midi sur l'espace physique-chimie. Voilà. D'accord. D'accord. Allez, bon Merci. week-end. Merci, au Au revoir. revoir. Merci, bon week-end, monsieur. Au revoir.